Bonjour, merci de vous joindre à cette séance qui porte sur la reprise et la résilience en temps de pandémie. Je m'appelle Jeanne Bird, je suis directrice des politiques de santé à Excellence en Santé Canada. Je vis et je travaille à Winnipeg, au Manitoba, qui se trouve sur le territoire du traité numéro 1 et la patrie de la nation métisse. Je suis accompagnée de Ronan Seagrave aujourd'hui. Au cours des 20 prochaines minutes, je vous donnerai un aperçu de ce domaine important d'intérêt pour l'Excellence en Santé Canada. Ronan vous parlera de notre travail commun et on vous demandera de nous faire part de vos commentaires sur ce qui pourrait être une amélioration significative dans ce domaine. Alors que nous nous apprêtons à présenter notre travail, je souhaite prendre un moment pour reconnaître l'impact considérable que la pandémie de COVID-19 a eu sur chacun d'entre nous, personnellement, professionnellement et d'ailleurs dans presque toutes les facettes de nos vies. Ceux d'entre nous qui travaillent dans le système de soins de santé n'ont probablement jamais connu un défi d'une telle ampleur et d'une telle durée. Donc, c'est avec un peu d'espoir et de l'optimisme aujourd'hui que nous sommes heureux de partager aujourd'hui les résultats de nombreux mois de travail que l'ESC utilisera pour guider la programmation qui soutient le rétablissement et la résilience en cas de pandémie. Nous reconnaissons que ce travail lié à la pandémie ne pourrait jamais aboutir à une reprise complète, mais nous vous plutôt à soutenir des changements opérationnels et des réformes politiques qui assureront une résilience et une force continue au sein de nos systèmes de soins de santé. Comme une grande partie du travail que nous faisons à l'ESC, donc le contenu de guide a été généré en grande partie en écoutant les voix de ceux qui vivent avec la pandémie. Et maintenant, nous finalisons ce que nous avons entendu. Il y a eu une série d'entretiens, des discussions de groupe avec des dirigeants de systèmes de santé, des décideurs clés, des représentants d'experts, y compris les patients partenaires de partout au pays. Et ces idées ont été distillées et étayées par des données et des rapports pertinents au fur et à mesure à leur apparition. Au total, 9 domaines thématiques prioritaires ont été enracinés dans les défis communs rencontrés au cours des 19 mois, ont été identifiés et renforcés par les entretiens. Mais les liens entre eux et la raison pourquoi l'ESC les a classés par de priorité et que si chacun d'entre eux a révélé ou exacerbé des problèmes systématiques profonds, ce sont aussi des domaines dans lesquels le changement est possible pour permettre une plus grande cohésion du système de santé et la résilience de ce que nous aimerions tant voir. L'ESC se situe à la jonction de la politique, de la pratique dans sa réflexion et de ses approches pour soutenir l'amélioration du système de santé. Le contenu, cependant, des entretiens est maintenant organisé sous forme d'auto-évaluation et une boîte d'outils. La boîte à outils examine le contexte de chacun des 9 domaines thématiques et est conçue pour offrir une gamme d'options d'actions innovantes et fondées sur des données probantes pour les décideurs, les dirigeants et les planificateurs à différents niveaux, afin de se trouver donc un point de départ et de se concentrer leurs efforts sur le travail qui apportera une amélioration significative. Alors, les 9 domaines thématiques sont identifiés sur cette diapo. Parlons des 4 premiers. Dans un sens, ces 4 premiers sont différentes. Donc, ils représentent le même défi auquel nous avons fait pendant la pandémie, c'est-à-dire d'équilibrer l'offre de ressources disponibles par rapport à un ensemble de demandes qui évoluent constamment. Tous les systèmes de santé canadiens sont encore en train de trouver un équilibre pandémique pour concilier les besoins du système de santé avant mars 2020 et les besoins de la réponse à la pandémie et au-delà. Donc, ensuite, nous avons regroupé les 5 autres défis en question politique et sectorielle. Chacun d'entre eux est un défi connu du système avant 2020 qui a été mis en évidence de façon spectaculaire par la pandémie COVID-19 et la réponse du système associé. La plupart des 5 domaines ont nécessité une attention, une intervention importante au cours de la première vague et ou la deuxième vague. Les personnes interrogées demandent tous un rafraîchissement majeur des politiques après la pandémie dans chacun de ces 5 domaines. Si ces exemples vous ont intrigué, nous sommes heureux de constater que vous partagez vous aussi une étincelle d'optimisme pour travailler un système de santé ESC, car nous partageons une passion pour l'amélioration innovante et la catalyse du changement des politiques. Et comme pour tout parcours d'amélioration, ça commence avec un seul pas. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Ronan Seagrave, qui vous parlera un peu plus des domaines thématiques, des priorités d'action et de ce que vous pouvez trouver dans la boîte à outils. Merci. Ronan, à vous. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette excellente présentation. Moi aussi, je me trouve à Winnipeg aujourd'hui, territoire du traité 1, et là où se trouve la nation Métis. Donc, bonjour et bon après-midi à tous. Je suis honorée de prendre la parole à l'occasion de ce merveilleux événement, le lancement de l'ESC.
Comme Jan l'a mentionné, je suis ravie de travailler avec l'ESC pour développer la boîte, comme on l'appelle, à outils COVID sur la reprise et la résilience. Pendant 10 mois, j'ai vécu à votre place en dirigeant le Centre de sciences de la santé à Winnipeg et en soutenant le commandement des incidents du Manitoba. Mais les défis auxquels nous avons été confrontés ensemble ont été sans précédent dans nos vies. Ils ont impliqué à la fois une combinaison de vitesse et de difficultés de prise de décision qu'aucun d'entre nous n'aurait pu comprendre avant janvier 2020. Donc, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour tout ce que vous avez fait et ce que vous faites pour soutenir les patients et le personnel dans les circonstances les plus stressantes. Mais comme Jan, je ressens aussi cette étincelle d'optimisme. Nous avons beaucoup appris au cours de la pandémie, tout en reconnaissant cependant que la pandémie a mis en évidence et amplifié les défis préexistants du système, tant sur le plan opérationnel que sur celui des politiques à mettre en œuvre. Et là où je suis un peu pessimiste cependant, c'est que les experts internationaux en épidémiologie ont identifié comme élevée la menace d'une nouvelle pandémie mondiale, peut-être plus mortelle, de notre vivant. Donc, on ne devrait jamais présumer que la pandémie de la COVID-19 arrivera une seule fois. Donc, les changements que nous apporterons au cours des 1 à 3 prochaines années seront donc cruciaux pour assurer la reprise de la COVID-19 qui deviendra maintenant endémique, mais aussi pour renforcer la résilience de nos systèmes de santé au Canada, ce qui améliorera considérablement la qualité des soins prodigués aux patients et nous permettra d'être mieux préparés à répondre à une future pandémie. Les 9 domaines thématiques prioritaires dont a parlé Jan peuvent sembler à ce stade-ci, au milieu de la 4e vague, un défi, voire même un casse-tête. L'approche que nous adoptons à l'ESC est très pragmatique. En développant la boîte à outils, nous examinons chacun des 9 domaines thématiques prioritaires et nous en tirons ce que nous considérons comme étant les principaux changements à fort impact, donc qui, selon nous, aideront les responsables du système et les décideurs politiques à traverser les 1 à 2 prochaines années difficiles. Pour prendre quelques exemples pratiques de changements à fort impact, regardons maintenant les ressources humaines en santé. Donc, absolument, il faut améliorer et maintenir la santé et le bien-être. En particulier, la nécessité pour le personnel de prendre des congés annuels flexibles, ce qui va nécessiter un système d'affectation et de programmation beaucoup plus robuste et agile par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Il faut permettre et maintenir l'amélioration des compétences et les incitations à l'obtention de licences ou d'un champ d'exercice pour l'ensemble du personnel. Cela signifie que les ressources humaines en santé actuelles ne reviennent pas au travail pré-pandémique et les plans de carrière soient clairement définis. Il faut avoir de nouveaux modèles de prestation de soins, surtout l'utilisation des hôpitaux, la mise en réserve et la mise en commun des RH pour permettre le partage planifié des ressources limitées de manière équitable sur plusieurs sites et des modèles de soins en équipe qui deviennent effectivement permanents, comme on a vu au cours de la pandémie. Ceci doit maintenant devenir permanent. Il faut également regarder l'arriéré des services. On devrait pouvoir créer, par exemple, des créations de pôles chirurgicaux électifs sur les sites foie vert qui se concentrent spécifiquement sur les soins planifiés uniquement, pas d'urgence, etc., y compris la transformation des parcours de soins et des activités de patients de jour, des patients et des patients externes. Il faut également envisager la priorité à la chirurgie, se concentrant sur les spécialités dont les temps d'attente et où la criticité sont les plus longs. Par exemple, les besoins qui ont besoin d'être vus en 24 heures, 48 heures, 1 mois, 3 mois, etc. Nous devons développer une approche de priorisation qui doit être juste, équitable et inclusive. Par exemple, vous avez peut-être cette problématique maintenant. Est-ce qu'il faut aborder tout d'abord les temps d'attente d'un an ou deux? Maintenant, pour ce qui est des diagnostics, la création de centres de diagnostic, il faut regarder des services innovateurs, peut-être créer un système de diagnostic, en particulier des services spécialisés pour l'IRM, la tomodensitométrie, l'échographie, la radiographie, la pathologie, etc. Regardons d'autres modèles dans d'autres instances qui offrent, si vous voulez, un guichet unique et n'entraînent pas de goulot d'étranglement dans le temps d'attente et de liste. Il faut regarder la politique et là où il faut changer la politique, et surtout pour ce qui est des soins aux personnes âgées. Il est évident pour nous tous que nous devons passer d'un modèle de soins à long terme axé sur la dépendance au lit et des crises vers un modèle plutôt
axé sur l'indépendance, le choix, le contrôle, la dignité et le respect pour les personnes âgées. Il faut également avoir une meilleure connectivité communautaire et les soins holistiques pour toutes les personnes. Notre approche politique devrait consister à aider les personnes âgées à vivre de manière aussi indépendante que possible dans leur propre maison. Il faut reconnaître cependant l'interdépendance entre la prise en charge des communautés vulnérables et à risque et les impacts en aval sur l'admission aux urgences, les admissions à l'hôpital, soins de longue durée et également les soins donc complexes à long terme, les différentes mesures. Ce ne sont que quelques exemples des domaines prioritaires sur lesquels nous travaillons. Et nous envisageons d'élaborer, nous voulons que ça soit pragmatique, un guide, comme on appelle, pour chacun des domaines à fort impact, qui comprendront un élément de diagnostic. Car je reconnais que chaque province et territoire se trouve à un endroit différent et que vous avez déjà des initiatives en cours. Notre approche consiste à fournir un cadre qui vous soutienne et vous aide autant que possible. Nous travaillons au lancement de la boîte à outils plus tard le mois prochain. Enfin, Jan et moi considérons la boîte à outils comme un cadre vivant qui sera complété au fil du temps par les travaux importants que vous avez entrepris ou que vous allez entreprendre. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui et je repasse la parole à Jen. Merci, Ronan. Maintenant, nous aimerions avoir votre avis grâce à la fonction de chat dans Zoom. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que ceci vous interpelle? À quoi réfléchissez-vous? Et à quoi, selon vous, ressemblerait une amélioration significative dans ce domaine? Donc, nous vous invitons à entrer vos commentaires dans le clavardage, dans le chat, s'il vous plaît. Alors, nous sommes heureux de recevoir tout commentaire, toute réattraction. Comme nous l'avons dit, nous avons écouté étroitement grâce à nos consultations auprès des parties prenantes et nous vous écoutons de partout au pays. Oui, où est-ce que l'ESC devrait se trouver? C'est quoi le meilleur espace pour nous? Est-ce qu'on devrait créer des partenariats ou serait également le meilleur lieu pour la programmation? Bonjour, Pam de la Grande-Bretagne. Et également, donc, on parle des soutiens en matière de santé mentale. Nous savons que c'est une importance critique. Les jeunes, les enfants, des adultes de partout ont été touchés par des questions de santé mentale. Également, le personnel a écopé. Il est bien compris que les prestataires de soins de santé et les dirigeantes connaissent des niveaux très élevés d'angoisse mentale et des problèmes d'anxiété. J'aime bien l'idée d'avoir donc un carrefour qui serait vraiment réservé pour les dossiers électifs. Ça serait intéressant. Pourriez-vous nous en expliquer à quoi ça pourrait ressembler? Écoutez, on regarde une pratique importante avec la chirurgie. Il serait possible de créer peut-être un guichet unique pour la chirurgie élective. Disons, un patient arrive ailleurs, à l'hôpital, il y aurait peut-être un immeuble qui serait réservé. Nous avons ça au centre de services de santé à Winnipeg. C'est réservé seulement aux chirurgies électives. Ça pourrait être des chirurgies d'un jour si les lits sont disponibles. Il pourrait s'agir peut-être d'une nuitée ou de nuit à l'hôpital, possiblement comme maximum de j'ai. Ce que font ces modèles, et justement, ils en ont fait leur preuve, c'est d'améliorer l'efficacité et la productivité, car le patient arrive sur place, passe par la chirurgie. Et je crois également que c'est important du côté des ressources humaines en santé, car plus nous pouvons offrir de la stabilité pour au moins une partie de notre personnel chirurgical, mieux ça sera. Et j'ai trouvé que chez nous, au Centre de sciences, il y a beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis de cette question. Souvent, les problématiques pour le personnel, c'est surtout pour les jeunes enfants, c'est toute la complexité qui découle de la pandémie et pouvoir offrir cette stabilité, sachant que vous allez pratiquer des chirurgies assez routinières et ça prend quelques heures, plutôt que de vous dire, écoutez, vous trouverez sur une liste, vous devez vous occuper des cas plus urgents et l'échéancier, en fait, le calendrier pourrait changer.
Donc, ceci a un certain mérite, je crois. Je crois également que selon les données probantes qu'on a vues ailleurs, cela peut augmenter la productivité, peut accroître l'efficacité. Et je crois qu'il y a également des avantages pour les ressources humaines en santé. Ceci offre plus grande stabilité et de cohérence pour le personnel au niveau de leur carte de travail également. Merci. Donc, d'excellents commentaires sont en train d'entrer. Beaucoup reconnaissent l'impact sur la santé mentale et le bien-être de tous. Nous essayons de voir en quoi devraient consister les stratégies sur le long terme. Je vois changement de politique, également la possibilité de travailler en partenariat avec d'autres organisations de santé au Canada. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Également, la COVID de longue durée a été mentionnée. Nous ne savons même pas quelles seront les répercussions, mais nous constatons déjà beaucoup d'effets actuellement. Il s'agit d'ailleurs d'une nouvelle cohorte de patients que nous devrions prévoir et nous devrons aller de l'avant avec ça. Quelqu'un a parlé des soins de première ligne. Vous savez, c'est tellement important. Un de nos domaines clés d'action consiste à voir comment mieux intégrer ce que nous avons vu. Vous savez, on a vu des silos. La santé publique était ici, les soins primaires ici, les soins aigus ici, les soins de longue durée étaient ailleurs. On ne peut pas retourner à ce modèle. Donc, à quoi pourrait ressembler l'intégration? Nous avons la possibilité de revoir ceci de façon cohérente et pour qu'on ne mette plus le tout dans un seul silo. Et merci pour ce commentaire sur les travailleurs et travailleuses. Tout à fait. Vraiment, les membres de la main-d'œuvre sont tellement importants pour nous à l'ESC. Nous allons toujours travailler avec les prestataires de soins pour leur permettre de nous aider à façonner l'avenir en matière de programmation de politique. Rona, Anne, vous aimeriez peut-être parler des différents modèles de soins dont on fait part ici, auxquels nous réfléchissons actuellement? Oui, absolument. Jan et moi, dans le passé, avions discuté, sans aller dans nos domaines particuliers, mais que nous venons d'une génération de cohortes qui, pour ce qui est des soins de longue durée, là, nous avons des attentes fort différentes. Jan et moi, nous avons également examiné les données internationales et les taux de mettre des personnes âgées dans les institutions sont plus élevés qu'ailleurs. Nous devons changer la façon dont nous prodiguons des soins, tout d'abord du point de vue de la politique. Quel est notre objectif qui porte justement sur les personnes âgées et d'autres personnes vulnérables qui puissent vivre de façon autonome le plus longtemps possible chez eux. Si c'est ça votre point de départ, ensuite c'est votre objectif et vous reculez ensuite vers le modèle de soins. Et on a différents modèles de soins qui se retrouvent dans le parcours et dans les différents endroits. Tout d'abord, devrait déployer des réponses, des systèmes de réponse rapides. Disons, une personne âgée fait une chute à la maison. Est-ce que quelqu'un peut arriver sur place tout de suite? On pourrait peut-être dire que l'hospitalisation n'est pas nécessaire. On pourrait stabiliser la personne à la maison. Il faut avoir la souplesse d'offrir justement des mesures de soins ponctuels pour aider cette personne âgée. Et on a parlé également d'un modèle de soins à domicile qui n'est pas fonction de la dépendance, c'est-à-dire vous avez un soignant qui arrive chez vous, qui s'occupe des activités, qui vous permet de actuellement juste vous laver et de vous habiller, mais également travailler avec des personnes qui ont certaines déficiences. Nous permettrons à ces personnes de s'occuper d'elles-mêmes. Et nous l'avons vu dans différentes instances où ceci a permis de façon importante le besoin de prodiguer des soins continus. Il faut se servir de la technologie pour le soutenir. Beaucoup d'entre nous le faisons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas utiliser les appareils, etc. Mais on a écoutez, mais avoir ces appareils dans la maison permet de gérer les risques. On doit s'assurer que le four est éteint, etc. Tout ceci est à portée de main. Mais je crois que surtout, il faut entamer un virage. Lorsque j'étais un expert conseil, j'ai participé à des réunions où, et là, je suis très honnête, là, donc, on essayait de voir, lorsqu'il s'agissait des personnes âgées, combien de lits on avait besoin. Mais ceci doit changer. On doit passer vers une stratégie, une politique qui vise à permettre aux personnes de vivre de façon autonome le plus longtemps possible chez elles. Alors, ce que nous pouvons faire dans les différents modèles de soins et qu'est-ce qu'on peut faire tout au long du parcours? On doit beaucoup plus cibler la prévention. Il faut regarder les facteurs de risque qui sont la raison pourquoi il y a tant d'hospitalisations. Donc, c'est très passionnant. Donc, pour ce qui est de ce changement, mais je crois que c'est tout à fait nécessaire. Merci, John. D'excellents commentaires qui sont en train d'être saisis dans la boîte de clavardage. Écoutez, nous sommes vraiment
heureux de pouvoir entamer ce dialogue. Merci pour ces commentaires. Ce que j'adore chez ESC, c'est que nous adoptons une approche de système holistique. Nous travaillons de concert avec les partenaires au gouvernement. Il y a les sous-ministres et les sous-ministres adjoints travaillent avec nous autour de la table. Donc, nous travaillons avec les dirigeants du système, avec les planificateurs, avec les gouvernements, avec également les proches aidants et les patients partenaires. C'est une nouvelle façon de réfléchir. Ceci nécessite un virage au niveau de l'élaboration des politiques et également pour ce qui est de fixer les mesures d'imputabilité. Mais il y a des gens qui sont là autour de la table, qui sont là pour nous écouter. Je crois que ce qui est tellement important, c'est la fondation, car cela nous permet de changer la façon dont nous abordons les soins prodigués aux personnes plus âgées et quels soins sont disponibles dans la communauté, qui les donne, qui donc encadre cette crise de santé dans la communauté. Également, faudrait-il réfléchir à nouveau au champ de pratique des professionnels. Donc, s'il vous plaît, ne perdez pas les contacts après aujourd'hui. Continuez à entrer vos commentaires dans le chat. Mais dites-nous quelles sont vos idées. Selon vous, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Peut-être il y a une intention d'innovation de laquelle on peut s'inspirer. Ensuite, on peut voir quelles sont les politiques dont nous avons besoin pour maintenir quelque chose. Que lorsque quelque chose est déjà dans la politique, qu'il s'agisse de la réglementation, l'opération, une politique d'opération, donc lorsqu'on peut l'intervenir, elle fonctionne mieux. Donc, s'il vous plaît, continuez, entrez vos commentaires. Ronan, est-ce qu'il y a des commentaires auxquels vous aimeriez peut-être répondre? Quelqu'un a parlé du numérique. Et certainement, nous sommes en train d'examiner et surtout pour ce qui est des soins virtuels. Nous savons tous ce qui est arrivé au Canada lorsqu'il y a eu donc le grand bang, c'est-à-dire après le début de la pandémie. Mais quelques commentaires que j'aimerais faire. Tout d'abord, les soins de santé, comme toute autre industrie, doit commencer à voir ça comme une partie intégrante de la santé. Ce n'est pas séparé. On va dire, écoutez, on s'occupe des patients hospitalisés et si on fait les soins virtuels. Selon moi, je crois que cette mentalité doit changer immédiatement, et c'est-à-dire comment nous prodiguons des soins. Et je crois qu'en grande partie du travail acharné dans les soins virtuels est encore à venir. Pour y parvenir réellement, évidemment, nous devons travailler sur de nouveaux parcours du point de vue d'habiliter les personnes à travailler virtuellement. Je sais qu'on s'y intéresse beaucoup au Canada, on s'intéresse beaucoup à cela du l'impact de la pandémie, la demande pour donc regarder les soins critiques virtuels possibles. Mais encore une fois, c'est une question de mentalité. C'est quelque chose qui existe dans la santé, ça ne doit pas être séparé. Et justement, j'avais parlé à une personne la semaine dernière qui m'a dit, écoutez, Ronan, les soins virtuels ne sont pas possibles, on a besoin d'autres personnels. Mais non, si vous venez d'une position où on se dit, écoutez, ça fait partie de la santé, c'est possible. Et c'est ça, des grands pas à franchir. Il y a eu le grand bang, le big bang pour ce qui est du passage aux soins virtuels. Mais lorsque, par exemple, on y réfléchit, faisons des visites donc de patients externes par un vidéo, ce serait possible. Mais ce n'est pas ça la transformation. La transformation, c'est d'adopter une approche pansystémique. Il faut regarder tous les parcours dans le numérique. Il faut comprendre que ça fasse maintenant partie des soins de santé. Ce n'est pas distinct, ce n'est pas ajouté. Certainement, il y a beaucoup de problématiques qu'il faut régler du côté adhésion de la part des patients, la protection de la vie privée, la sécurité et également pour nous assurer que ça deviendra permanent. Mais je crois que c'est tout à fait clé lorsqu'il s'agit de l'avenir des soins de santé. Et si nous le faisons bien, cela nous permettra à aborder d'autres problématiques et justement soutenir d'autres problématiques en matière de ressources humaines particulièrement. Merci. Merci. Un grand merci de vous joindre aujourd'hui et de vous joindre à notre discussion. Nous savons que le système de santé est vraiment assujettis à un stress énorme. Les personnes qui travaillent sont là depuis longtemps sur les premières lignes, en poste de direction, etc. La pandémie a jeté la lumière sur beaucoup de lacunes. Lorsqu'on a commencé nos affaires il y a environ 5 mois, on pensait être dans une position différente par rapport à où nous nous trouvons aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Donc, j'ai grand espoir que le travail que nous allons pouvoir vous dévoiler bientôt aura donc des effets pratiques, des approches pratiques de court terme, moyen terme et long terme que vous pouvez utiliser. Nous allons travailler avec vous, tous les prestataires, les patients, les partenaires patients, les dirigeants, etc.,
ensemble pour aller de l'avant de façon significative. Alors, j'aimerais parler de plusieurs façons qui vous permettent de travailler avec nous, car il nous reste peu de temps aujourd'hui. Et justement, je remercie d'être des nôtres aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci à Ronan Seagrave d'être là avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de travailler avec nous et merci d'être avec nous alors que nous lançons cette stratégie à Santé, Excellence Santé Canada. Nous voulons façonner un avenir où tout le monde au Canada peut compter sur les soins de santé de haut calibre sécuritaire. Je sais que l'objectif est ambitieux et je sais que donc la reprise et la résilience de la pandémie est ambitieux également, mais nous sommes focalisés et nous abordons des problématiques vraiment pressantes tout en étant de cette pandémie. Il me semble que ces points ici vous interpelle. Donc, je vous remercie beaucoup pour ces commentaires. Et si vous voyez des façons qui vous permettent de rester engagé, veuillez consulter notre site web qui énonce notre stratégie et qui parle des opportunités. Joignez-vous à la conversation. Et donc, nous avons la semaine donc, de participation des Canadiens le 29 octobre. Si vous êtes intéressé, vous voulez participer et si la trousse à outils vous intéresse, veuillez nous rejoindre. Nous avons hâte de travailler avec vous partout au pays et pour réaliser notre objectif commun. Merci beaucoup, un grand merci. Ceci met fin à notre événement d'aujourd'hui. Merci.